Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde partie de Tout est politique sur i24 News. Aujourd'hui, notre invité, le député des Yvelines, le député Les Républicains des Yvelines, Jacques Millard. Bonjour. Bonjour. 3 présidents espionnés entre 2006 et 2012. C'est Libération qui sort ce scoop aujourd'hui. Sommes-nous face à un scandale international ? Je suis assez frappé par la naïveté à la fois des médias français et des politiques français. Quelle naïveté ? La naïveté de croire que personne n'écoute personne. Et en réalité, il n'y a pas plus de nouvelles sensationnelles avec ces publications de Libération que de beurre en broche. Donc vous trouvez ça normal que les 3 présidents soient écoutés par les États-Unis ? Tout le monde sait que tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde sait que les Américains n'ont eu de cesse d'espionner les Européens. Leurs alliés. Mais alors, vous savez, je vais vous renvoyer à la phrase de Virgile. Jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Ça fait 20 siècles que ça dure et ça fait 20 siècles que les grands espionnent leurs vassaux. Jacques Millard, vous n'êtes pas surpris quand même, on apprend aussi que les Allemands étaient les sous-traitants des Américains pour nous espionner. Alors que Mme Merkel, il n'y a pas longtemps, se plaignait d'avoir été espionnée. Mme Dilma Rousseff, la brésilienne. Mais vous savez, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, les services américains, il y a 16 agences aux États-Unis, avec des moyens gigantesques. On sait bien que la NSA a des puissances d'écoute et que nous sommes devenus un village planétaire. Complètement. Et donc, de ce côté-là, ce n'est pas la première fois qu'on voit nos chers alliés pris la main dans le sac. Les Britanniques avaient espionné des chantiers navals du côté de Toulon. C'était d'ailleurs l'hommage britannique à la puissance navale française. Vous dites que c'est tout à fait normal, c'est une habitude. Il n'y a rien de surprenant. Ce qui est anormal, c'est que l'on s'en offusque en disant qu'on découvre le poteau rose. En réalité, c'est la réalité. On n'est pas dans un monde de bisounours et nous devons nous méfier. Et je vais même aller plus loin, Christian, juste un instant. C'est que je suis frappé par la naïveté de nos politiques qui, effectivement, déballent sur leur portable à longueur de temps des conversations qu'ils ne devraient pas faire. Pour certains, ils ont plusieurs portables, ils ont des lignes secrètes. Alors comment communiquer entre les politiques puisque normalement, faut bien qu'ils se parlent, lorsque par exemple, moi j'appartiens à la DPR, la délégation pour le renseignement. Et je peux vous dire que lorsque nous nous réunissons, nous laissons les portables dehors. Et dans certains cas, effectivement, on ne devrait pas avoir de portable. On devrait se mettre dans des chambres sourdes de telle manière qu'on évite de communiquer. Le Conseil de défense décrété, convoqué par François Hollande, c'est pour la façade, pour la galerie, que ça veut dire? Vous avez raison, c'est pour la galerie. Parce qu'il y a longtemps que l'on sait que les Américains nous espionnent. Il y a longtemps que l'on ne prend pas toutes les mesures nécessaires à la protection des communications, notamment pour les politiques qui utilisent souvent leur propre portable non crypté et qu'ils ont, je dirais, des réticences à prendre des mesures de précaution. Est-ce que c'est de l'espionnage souvent pour nous damer le pion au niveau contrat industriel, défense? Mais bien évidemment. Que cherche-t-il? Nous sommes dans un monde d'absolue concurrence. Et il est clair que lorsqu'ils ont une simple information, que par exemple, tel ingénieur de M. Dassault est en train d'aller dans un tel pays et va utiliser une carte de crédit, immédiatement, si c'est l'American Express va transmettre ça aux Américains et dire attention, les Français sont en train de prospecter ici. Donc il faut être d'une très grande prudence. Et par exemple, je peux vous dire qu'en matière de voyage, n'utilisez pas l'American Express parce que partout, vous serez connu. C'est comme ça que les Américains, pour vous, sont en train de nous damer le pion en Iran, par exemple. Il y a toujours, on attend l'accord sur le nucléaire. Et les Français veulent y aller, mais les Américains, ils sont déjà... Attendez, ça va beaucoup plus loin, parce que dans l'affaire iranienne, là, véritablement, c'est nous qui sommes en train de nous tirer des balles dans le genou. Pourquoi? Parce que nous avons d'extrêmes réticences pour trouver un accord avec l'Iran, accusant l'Iran de tous les maux de la terre, parce que ça fait peur à l'Arabie Saoudite qui nous achète nos armes, qui paye effectivement les armes françaises pour le Liban. Et donc, on voit très bien aujourd'hui que l'on est dans une sorte de déni de réalité dans le Proche-Orient et qu'on en fait trop. Mais les Américains sont là-bas. Les Américains sont là-bas et ça va même plus loin. Parce que lorsque les Américains, ou les Français, pardon, envoient une délégation du MEDEF en Iran
et que lorsqu'ils reviennent, ils sont convoqués à l'ambassade des États-Unis à Paris en disant « vous faites attention à ce que vous faites parce qu'en réalité, ils veulent bloquer que les Français fassent des affaires », là, on est véritablement en train de se coucher. Alors qu'il y a un moment, si on est des Américains, c'est comme ça et pas autrement, et qu'on prenne les mesures adéquates pour protéger nos entreprises, notamment vis-à-vis des applications extraterritoriales de la loi américaine, eh bien là, effectivement, on fera un grand pas en avant. Mais aujourd'hui, visiblement, pas de vague avec les Américains, et ça commence à bien faire. Et nous, les Français, on espionne qui ? Ça, je ne vous le dirai pas parce que je ne le sais pas. Mais vous faites partie du... Est-ce qu'on est très bon en espionnage ? On est bon en espionnage. Écoutez, on n'est pas si mauvais que ça si j'en crois ce que nous disent les services et ce que je vois en résultat. Vous avez quelques petites infos quand même, on mais espionne. Vous ne saurez rien, bien évidemment, parce que la main sur le cœur, c'est pas moi. Allez, Jacques Millard, vous faites partie des 4 parlementaires. Vous êtes rendu à Damas, en Syrie. Comment va Bachar el-Assad ? Très bien. Vous avez des nouvelles ? Vous êtes resté en contact ? Non, je ne veux pas rester en contact, mais je tiens à vous dire que j'ai vu un homme, ça m'a assez frappé parce que c'est la deuxième fois que je le rencontrais. Je l'avais vu avant la crise dans les 2009-2010. Je ne sais plus exactement la date exacte, j'étais avec François Loncle, mais j'ai trouvé un homme d'une très grande sérénité qui est tout à fait maître de sa pensée et de son discours et d'un calme assez extraordinaire. Il ne donne pas l'impression d'être à la tête d'un pays en guerre civile. Est-ce que vous pensez Donc il est peut-être un peu isolé. Est-ce que vous pensez comme... Pas tant que ça. Est-ce que vous pensez comme Poutine qu'il faut préserver Bachar el-Assad plutôt que d'avoir les frères musulmans, les islamistes, les salafistes au pouvoir à Damas? Et puis deuxième petit point, qu'est-ce que vous pensez du premier revers essuyé par Daesh face aux Kurdes en Syrie? Non, la première question c'était Poutine. Alors moi je vais être très simple. Écoutez, c'est très simple. Pendant des années, 4 ans maintenant, on nous dit Bachar, il va disparaître de la scène politique dans les 15 jours. Il est toujours là. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un certain nombre de soutiens. Alors vous me direz, c'est les Russes qui le soutiennent, l'Iran, les Russes. C'est l'Iran et ça. Oui, mais quand même, il y a aussi la population. Parce que contrairement à ce que l'on croit, ce que l'on dit, pardon, ce n'est pas une affaire entre les Alaouites et le reste des Syriens, parce que c'est véritablement, je dirais, la ligne de clivage traverse toutes les familles. Que je sache, le chef des services secrets est un sunnite. Et il travaille pour Bachar. Il a épousé, lui, Bachar, une sunnite. Une sunnite. Donc, c'est pas, et qui paraît-il, très intelligente. Madame Guigou, un jour, nous a dit, après l'avoir rencontrée, je la connais. Elle est très intelligente, en disant que cette femme ne peut pas, si elle a épousé cet homme, c'est qu'il ne doit pas être si mauvais que ça. Ce qui était un propos assez amusant. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une partie de poker menteur. En réalité, ce qui se passe en Syrie, c'est une guerre de proxy. C'est une guerre par procuration entre l'Arabie Saoudite, les frères musulmans de M. Erdogan, qui veulent contrer, d'une part, l'Iran et qui veulent renverser un État entre guillemets laïque, je mets des guillemets, parce qu'il est quand même beaucoup plus laïque que ce qu'on trouve qu'on était l'Irak. Et donc, il a certainement du sang sur les mains, mais tout le monde a du sang sur les mains là-bas. Et aujourd'hui, on joue les apprentis sorciers, nous Français, je le dis comme je le pense, parce qu'en soutenant, je dirais aussi fortement, un certain nombre de groupes armés qui sont directement liés à Al-Nosra, qui est Al-Qaïda, on est en train de véritablement créer le chaos. On revient aux Américains, juste une seconde. Est-ce que vous pensez que les mauvaises relations entre Obama et Hollande sont dues au fait qu'à l'époque, lorsqu'Obama a décrété de ne pas aller attaquer Bachar, alors que Hollande était prêt, les Français lui en ont voulu? Écoutez, moi je pense qu'en réalité, depuis pas mal d'années, on a un mauvais jugement sur la réalité syrienne. Et que l'on est parti d'un axiome qui est faux, à savoir qu'il va être battu et il va quitter le pouvoir. En réalité, aujourd'hui, on nous dit, et c'était la dernière question que j'ai posée à M. Fabius lors des questions au gouvernement, il me répond bien évidemment que la France, en disant quelle est la lisibilité de la politique française. Aujourd'hui, la politique française au Proche-Orient est totalement illisible. On ne sait pas où on est absent et on est en train de tirer une balle dans le genou des intérêts français dans ce Proche-Orient. Et donc, M. Fabius me dit, c'est la recherche à tout prix de la paix. Mais la recherche à tout prix de la paix, elle passe par la réalité. Donc vous parlez d'un déni de réalité dans cette région. Déni de réalité, absolument. Ok, alors vous, ça fait plusieurs minutes là que vous nous parlez de la Syrie et de cette région. À aucun moment vous n'avez utilisé le mot du groupe État islamique. Vous l'avez évoqué avec Bachar el-Assad? Attendez, vous l'avez évoqué? Il est clair aujourd'hui que c'est un élément essentiel. Et que de ce côté-là, qui aide Daesh? Ce qui se passe, c'est que c'est la Turquie
qui a des relations directes avec Daesh, qui achète le pétrole de Daesh, qui a créé Daesh. Ça n'a pas été créé par M. Bachar. Ça a été créé lorsque les Américains ont fait la faute de mettre dans l'opposition tous les officiers de Saddam Hussein. Et ensuite, l'Arabie Saoudite qui a armé tous ces groupes. Donc en réalité, comme me disait Antoine Babsous, c'est Daesh, une sorte de société par action dans laquelle beaucoup ont pris d'action. Que dites-vous quand Erdogan a dit que les Kurdes sont plus dangereux que Daesh? Je dis qu'il a peur effectivement des Kurdes, qu'il mène une politique aventureuse en ayant des relations directes avec Daesh. Il a permis à Daesh, à l'État islamique, de rentrer en Turquie et de prendre les forces syriennes à rebours à Alep. Ça s'est passé il y a quelques mois. Donc on a aujourd'hui une partie de poker menteur. Vous avez même Israël qui laisse passer des armes le long du Golan pour Al-Nosra parce qu'ils ont peur du Hezbollah. Donc c'est véritablement un pataquès énorme. Et ne pas comprendre que pour trouver une solution politique, parce qu'il faut une solution politique, et là Bachar m'a dit il n'y a pas de solution militaire, et on en est bien d'accord, eh bien il faut compter avec tous les éléments et tous les éléments qui se battent sur le terrain. Il y a le régime de Damas, il y a l'Arabie Saoudite qui arme beaucoup trop Al-Nosra et même Daesh, il y a la Turquie qui veut contrer effectivement l'Iran comme l'Arabie Saoudite. Donc il faut tous se mettre au terrain. Quand vous avez une conférence à Genève et qu'on invite tout le monde sauf l'Iran, c'est une faute. Alors, vous parliez à l'instant d'Israël. Laurent Fabius vient de s'y rendre, ainsi qu'en Jordanie, en Égypte, pour relancer le processus de paix. Il a raison de ce côté-là. Est-ce qu'on peut se substituer vraiment aux Américains qui nous... Il ne s'agit pas de se substituer aux Américains. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, dans une crise, qui avait eu une crise, un épiphénomène entre Israël et les États-Unis, Védrine avait eu ce mot. Une nouvelle fois, on constate qu'Israël a plus d'influence sur les États-Unis que les États-Unis sur Israël. Donc, en réalité, il y a un moment, il va falloir résoudre ce conflit israélo-palestinien qui sous-tend, je dirais, toute la haine entre, d'une part, Israël et, bien évidemment, les Palestiniens et les Arabes. Quand on parle de relancer le plan de paix arabe d'inspiration saoudienne de mars 2002, bonne ou mauvaise solution? Écoutez, je veux dire une chose. A priori, moi, je dirais, il faut de toute façon pousser à une solution politique. C'est les deux États. Il n'y a pas de solution entre les deux États, avec bien sûr une coopération entre les deux. Lorsqu'il y aura un État palestinien, je dirais ça calmera un peu, ça le mettra devant ses responsabilités aussi, les Palestiniens. Il ne faut pas oublier ça. Mais quel Palestinien? Vous savez, je vais vous dire une chose, vous ne choisissez pas votre interlocuteur. Al-Hamas. Mais vous savez, au début, vous vous souvenez d'Al-Fatah, ce que c'était? Al-Fatah, vous vous souvenez ce que c'était? Alors aujourd'hui, qui est l'interlocuteur pour vous? À mon avis, bien sûr, c'est Al-Fatah, c'est Mahmoud Abbas, c'est clair. Mais vous ne pourrez pas faire véritablement l'impasse sur les autres. Vous savez, c'est très simple. Vous pensez à qui? Je parle au Hamas. Moi, je le dis aux Israéliens à Paris en disant, mais vous serez obligés de parler avec eux. Mais ils ne parlent pas en ce moment quand même en sous-main? Alors, vous savez, ce qui se passe en sous-main, ni vous ni moi ne le savons, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Vous savez, entre la Syrie, par exemple, et Israël, il ne faut pas croire qu'ils ne se parlaient pas. Hein. En réalité, il y a eu une guerre en 67, et après, ça s'est calmé beaucoup. Donc, on voit très bien qu'on est dans une situation où si la communauté internationale n'amène pas tous les belligérants par pression forte, je dis bien forte, à une solution, on aura véritablement toujours cette espèce de prétexte pour les Arabes à dire ce n'est pas acceptable, etc. Une petite minute en politique intérieure française. Comment va Nicolas Sarkozy depuis que le nom a changé, depuis que vous êtes passé aux Républicains? Vous savez, il est à la tête d'un parti. Bon, moi je vous dis tout net, je n'étais pas fada des Républicains. Je trouve ça trop statique. Je lui avais proposé d'ailleurs l'Alliance républicaine, puisque j'avais été le premier à dire il faut effectivement changer de nom. Il n'y a pas véritablement de scandale à changer de nom. Tous les partis politiques l'ont fait. Mais ce qui est certain, c'est que on va rentrer dans un processus des primaires, et là, on va voir. Moi, je jugerai sur le projet politique. Quel est le meilleur pour battre Hollande, Sarkozy ou Juppé? Vous savez, on le dira, ou ça. Un troisième. Je vais vous dire une chose, c'est une question de projet politique. Ce qui manque à ce pays, c'est un projet cohérent, un projet dans lequel la France retrouve la maîtrise de ses décisions et n'est pas engluée dans une multitude de règles multilatérales et européennes qui fait qu'aujourd'hui, on est pieds et mains liés, on n'a plus la maîtrise de notre destin. Le Parlement français est devenu un théâtre d'ombre. Qui est le leader aujourd'hui à droite pour vous? Mais ça va sortir, c'est pas encore l'heure. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas savoir ce que je pense moi, c'est ce qui va sortir de la primaire. Donc dans la primaire, il y en aura un et je le soutiendrai pour battre effectivement le candidat socialiste. Hollande. Oh, ça, vous savez,
vous pouvez avoir des surprises. Merci Jacques Millard, merci d'avoir été notre invité dans Tout est politique cette semaine. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains des Yvelines. Merci à tous et bonne semaine, à la semaine prochaine sur i24 News.